Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent toujours de cette année 2025. Nous parlons toujours de cette année 2025 et rétro, mais de l'Afrique, des coups d'État. Les coups d'État ayant réussi, mais coups d'État aussi ayant échoué, aussi les régimes de coups d'État qui se sont consolidés. Nous en parlerons dans ce sujet de regard croisé de ce dernier jour de l'année 2025. L'Afrique a connu vers la fin de cette année deux coups d'État réussis. D'abord, c'était en octobre 2025 à Madagascar. On le disait tout à l'heure avec les manifestations de la Gen Z qui se sont soldées finalement par un coup d'État mené par le CAPSAT, les militaires du CAPSAT qui ont renversé le pouvoir d'Andry Rajoelina, mais aussi à la suite, un mois après pratiquement, c'est la Guinée-Bissau qui a connu une tentative de coup d'État qui finalement a réussi, tentative de coup d'État qui a renversé le pouvoir d'Umaro Sissoko Embalo en novembre 2025. Mais parlant toujours de coup d'État, il y a eu des tentatives manquées, plusieurs tentatives manquées en Guinée-Bissau, du moins c'est ce qui a été annoncé, mais aussi ce qui est le plus spectaculaire, c'est la tentative de décembre, de 7 décembre 2025, tentative manquée au Bénin, putsch manqué contre Patrice Talon. Parlant toujours de coup d'État, nous reviendrons, si vous le permettez, du moins si le temps nous le permet, sur ces régimes de coup d'État qui se sont consolidés ou qui ont connu des avancées. Nous parlerons notamment, par exemple, du Gabon, où le général Blaise Clotaire Oligui Nguema est passé aux élections. Il a été élu avec plus de 94% des voix. Nous parlerons également des régimes qui se sont consolidés. Nous parlerons du Mali et du Niger qui ont vu la transition évoluer avec des mandats finalement de 5 ans accordés au président de la transition. Parlant de coup d'État également, nous parlerons de Mamadi Doumbouya en Guinée qui met fin à son régime à travers ces élections de fin de transition. Mamadi Doumbouya qui est déclaré vainqueur de l'élection de ce dimanche. Nous en parlerons dans la rubrique coup d'État. Et je veux bien commencer par vous, Credo Tété, ça fait plusieurs choses, mais je vous laisse le choix de commencer par où vous voulez. Non, mais moi, je dirais si nous considérons les coups d'État en griffe réussis, notamment du côté du Madagascar et de la Guinée-Bissau contre le coup d'État manqué au Bénin. Donc, on dirait qu'on a un score de 2 contre 1. 2 contre 1, donc cela ne serait justifié. Ça, c'est sans compter les tentatives manquées en Guinée-Bissau. Oui, donc non, je prends à partir du mois d'octobre. Donc là, cela ne saurait justifier à tout esprit bien constitué de faire l'apologie des coups d'État. Donc les coups d'État constituent un frein à cette marche démocratique dans nos pays africains. Mais c'est vrai, dans la première partie de l'émission, nous avons essayé de planter le décor. Qu'est-ce qui amène ces genres de coups d'État? Mais il faut retenir que les coups d'État ne nous font pas avancer. Donc ça nous fait reculer parce que nos constitutions sont suspendues. Donc il faut encore du temps avant de remettre le navire sur l'eau. Donc cela constitue une perte de temps assez énorme pour l'expression de la démocratie. Maintenant, si nous devons parler de réussite de coup d'État, je mets réussite entre griffes parce que la marche démocratique ne saurait être interrompue par une volonté de corps habillé de mettre un frein à ce processus-là. Maintenant, si nous abusivement nous parlons de coup d'État réussi, c'est qu'à un certain moment, les dirigeants d'alors, ou bien qui étaient au pouvoir, ont manqué de lucidité pour prendre rapidement à bras le corps les revendications qui naissaient au sein de cette jeunesse. Donc, lorsque la jeunesse n'est pas prise au sérieux, la jeunesse n'est pas réellement mise au centre de toute action de développement du pays, à un certain moment, cette jeunesse qui se trouverait désœuvrée, délaissée, abandonnée, ne pourra que faire, disons, la prière de renversement du système politique en place. Mais les jeunes qui renversent les régimes par des coups d'État ou les militaires? Non, mais si nous prenons le cas de Madagascar, ce ne sont pas les militaires qui étaient partis directement au front. Parachever le processus. Oui, non, mais ça
c'est très bien donc de parler de parachever. Ok. Et là, l'action a commencé ailleurs. Et l'action a commencé sur les réseaux sociaux. La jeunesse s'est retrouvée dans toutes les discussions, les revendications, dans tout ce qui est soulèvement sur les réseaux sociaux. Et à un certain moment, un certain corps d'armée a jugé bon de mettre fin à l'hémorragie en prenant en griffe ses responsabilités. C'est ça qui a concrétisé la réussite du coup d'État du côté du Madagascar. Maintenant, du côté de Guinée-Bissau, même si mon appréhension de la question est mitigée, je dis à un certain moment, il y a eu la survenue d'un régime militaire aujourd'hui, encore en Guinée-Bissau, ce qui ne consacre pas l'avancée de l'expression démocratique. Ça constitue un frein. Et si nous voyons tous les dégâts collatéraux avec l'emprisonnement de DSP, avec les opposants qui sont aujourd'hui de bénéficier de l'asile politique du côté du Nigeria à travers l'ambassade, cela ne fait pas bonne presse pour notre pays et pour notre sous-région, notre continent africain. Donc il va falloir qu'on puisse véritablement repenser la gestion des affaires de la cité. C'est vrai également, ça c'est pour chuter, que si nous considérons les cas de la Guinée-Conakry, de la Guinée du Gabon, par exemple, on peut parler également qui ont déjà fait des coups d'État des années antérieures, oui, mais qui ont consolidé leur pouvoir qui ont consolidé leur pouvoir par des élections. Nous y reviendrons tout à l'heure, si vous permettez. Credo Tété, alors, Pasteur Edo, qu'est-ce qui vous a marqué en matière de coups d'État? Nous parlerons d'abord des coups d'État réussis ou des coups d'État manqués. Après, nous reviendrons en deuxième partie. Vous parlez des régimes issus de coups d'État qui ont foncé d'une certaine manière au cours de cette année 2025. Parlant de coups d'État réussis, on parlera beaucoup plus de Madagascar et de la Guinée-Bissau. Umaru Embalo Sissoko et André Rajoelina ont été emportés par des militaires. Pour Sissoko Embalo, c'était uniquement les militaires. Pour André Rajoelina, c'était d'abord la Gen Z et parachevé par les militaires. Coup d'État manqué, c'est surtout le Bénin, le 7 décembre dernier, avec ce spectacle que nous ont offert les éléments du lieutenant-colonel Tigri. Il faut d'abord remonter au coup d'État, à l'origine. À l'origine, c'est les pères d'indépendance qui ont été renversés parce qu'ils n'étaient pas pour les anciennes puissances coloniales. Ça, c'est à l'origine. Donc, il faut remonter à l'origine. Pourquoi? Est-ce que les Africains savaient faire le coup d'État avant? Non. C'est parce que c'est l'Occident, justement, qui n'était pas d'accord avec ceux qui étaient au pouvoir, c'est-à-dire qui ne favorisaient pas ses intérêts. Donc, il faut enlever celui qui est au pouvoir par quelqu'un d'autre qui soit plus docile, qui soit plus favorable. Et donc, du coup, ce qui a fait qu'en Afrique, déjà, dans les années, on le sait, 63, déjà, les coups d'État ont commencé jusqu'au jour, jusqu'à l'heure où nous parlons. Donc, avec les coups d'État récents, comme dont vous parlez, Madagascar, et puis la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau. Pourquoi il y a les coups d'État? C'est la question. Alors, quand nous parlons des coups d'État, c'est l'arrêt. On renverse un régime et donc l'arrêt du processus démocratique, entre guillemets, un coup. Pourquoi on nous parle de la démocratie? Et quand on élit quelqu'un, ceux qui veulent nous apprendre la démocratie pensent que ceux qui sont au pouvoir ne sont pas pour eux, donc il faut les renverser. Voilà aussi une question. Et donc aujourd'hui... Est-ce que c'est la même réalité aujourd'hui? Oui, mais aujourd'hui, pratiquement, ceux qui sont au pouvoir et qui ne favorisent pas l'intérêt national, aujourd'hui, sont plutôt combattus par la jeunesse, aidés, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parachevés par les militaires. Donc, il y a la corruption, il y a les inégalités, il y a une couche qui se fait bourgeoise. Il y a une minorité qui s'accapare des richesses d'un pays. Et puis, il y a la majorité qui est pauvre, qui végète dans la misère. Et du coup, ce qui fait que ça change les esprits et qu'on aboutisse au coup d'État. Comme on le dit, personne ne fait la police de coup d'État. Par exemple, quand nous parlons de ce qui nous a marqué dans ces pays, on l'a déjà dit, on sait qu'à un moment donné, la situation est intenable. Quand la situation est intenable, il y a les coups d'État militaires, mais aussi au moment où il y a les coups d'État constitutionnels.
il y a les coups d'État militaires, il y a les coups d'État constitutionnels. Dans les deux pays, ça a marché. Ça a marché parce que l'armée, finalement, dit avoir pris ses responsabilités entre griffes, hein, pour maintenir l'ordre et la sécurité dans le pays. Parce que les manifestations qui bloquent les activités sont paralysées, donc il faut aller à un soi-disant, peut-être à quelque chose pour pouvoir remettre de l'ordre. Alors, pasteur, les deux coups d'État réussis octobre et novembre 2025 sur le continent africain, est-ce qu'il y a un point commun entre eux ou bien tous les opposent? Je veux parler de Madagascar avec les revendications des jeunes qui ont abouti à ce coup d'État mené par le CAPSAT, ou de la Guinée-Bissau avec le contexte électoral et politique qui finalement, c'est Oumarou Embalo Sissoko d'ailleurs qui nous annonce qu'il a été victime d'un coup d'État. En Guinée-Bissau, on sait que les élections n'étaient pas favorables au président Embalo, donc il a dû organiser tout ça là, même si finalement on se rend compte que c'est un vrai coup d'État, tout ça a été organisé pour ne pas proclamer les résultats. Même si la CEDEAO a exigé qu'on proclame les résultats, on n'a pas eu de suite. Ils ont annoncé que les militaires ont tout saccagé, on n'a plus de bulletins de vote pour proclamer. Les militaires ont tout saccagé. Bon, est-ce que c'est ça la raison? Donc il faut rapidement aller aux élections si c'était ça. Donc ça, c'est le cas d'Embalo. Embalo, vous rendez compte que vous convenez avec moi que la Guinée a toujours eu la Guinée, c'est une tradition de coup d'État pendant des années, il y a toujours des coups d'État. Bon, est-ce qu'il faut que finalement, une fois de bon, ce pays se stabilise et qu'avec les institutions démocratiques, c'est la question qu'on peut se poser. Au Madagascar, on sait, vous savez, le président André Rajoelina, vous savez que lui aussi à un moment donné, il y a la corruption. Donc il y a la jeunesse qui n'est plus qui n'est pas au cœur de toute sa gouvernance, et on sentait venir. Et la jeunesse passe sa mobilisation, donc les militaires sont venus parachever le coup d'État. Tu t'opposes ces deux coups d'État selon vous? Ces deux coups d'État, vous savez, c'est que l'essentiel, ce qu'ils ont de commun, c'est qu'ils ont réussi. Le coup d'État, ce qu'ils ont de commun, c'est que les coups d'État ont réussi. Les deux régimes, les deux pouvoirs sont renversés. Maintenant... Parlons rapidement du coup d'État manqué, celui du Bénin. Celui du Bénin, vous savez que cette histoire-là, ça ravive toujours les esprits. On parle, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement au Bénin. Est-ce que cette situation, elle est réelle, le coup d'État? C'est que le colonel Pascal Tigre avec ses hommes voulait renverser le régime de Talon, et puis après par la suite, on a pris d'autres informations sur la situation aujourd'hui. Donc où est Pascal Tigre? Personne ne sait. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Personne ne saurait le dire. Donc on attend le développement, l'évolution de la situation, ou bien le dossier est clos pour une fois de bon. On se l'a dit. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des militaires qui sont aujourd'hui qui sont en prison, dans le cadre de cette tentative de coup d'État. Donc c'est pour dire que en 2025, il y a eu 2 coups d'État qui ont réussi, il y a un qui a avorté, mais il y a eu des tentatives de coup d'État qui ont été étouffées aussi dans l'œuf. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de faire la litanie de toutes ces tentatives de coup d'État qui ont été étouffées, mais on va parler des essentiels. Robert Kossigan à côté, Madagascar, Guinée-Bissau, octobre-novembre, coup d'État réussi dans ces deux pays, et décembre, coup d'État manqué au Bénin, l'Afrique des coups d'État en 2025. Oui, c'est un film malheureux qu'a connu l'Afrique, et surtout l'Afrique de l'Ouest. Mais il faut aussi lier ce coup d'État d'abord à la géopolitique, parce que il y a des mentalités qui sont en train de changer, qui évoluent en Afrique, où les gens se disent qu'il vaut mieux alors se désolidariser de l'ancien partenaire et s'ouvrir au monde, voilà, pour que le pays puisse commercer, traiter ses affaires politiques et militaires avec toutes les puissances capables de les pousser en avant. Il y a eu ça là, et puis il y a aussi des politiques qui alors se frayent peut-être un raccourci. Voilà, il y a des politiques qui ont voulu se frayer un raccourci tout en manipulant alors une partie de l'armée à venir prendre le pouvoir pour que ils puissent l'exercer. Et voilà. Maintenant, l'autre trouvaille, c'est M. Embalo
son coup d'État, c'est sorti de sa propre université. C'est lui seul qui est capable de nous l'expliquer. Je ne peux pas l'expliquer sur ce plateau. Mais Embalo a annoncé qu'il a été victime d'un coup d'État. Vous voulez que vous expliquiez quand je prends un peu ce que l'ancien président nigérien a dit, Goodluck Jonathan, qui dit tout le contraire de ce qu'il a dit. Ce n'est que son point de vue, Embalo aussi. Donc, moi je dis, ça là, c'est sorti de son laboratoire. Lui seul peut nous dire ce qui s'est passé. Sinon, les autres coups d'État, soit c'est la paupérisation de la vie économique, politique et sociale des pays qui l'ont amené, ou ailleurs, c'est la géopolitique qui a voulu déposer un président pour que tout le monde puisse être dans le même bloc. Voilà. Merci beaucoup. À vous, Robert Kossiga, à côté. Je reviens à vous, Credo TT, pour aborder la deuxième partie de l'Afrique des coups d'État en 2025. Deuxième partie aussi que je le veux, en deux sous-parties. La première sous-partie, c'est le Gabon et la Guinée. Le Gabon, après une transition de moins de 2 ans, normalement, c'était une transition de 2 ans prévue. Après une transition de moins de 2 ans, l'on passe aux élections. Brice Clotaire Nguema est élu finalement président de la République. Il n'est plus militaire. Et d'un autre côté, en Guinée, où les résultats provisoires sont proclamés, Mamadi Doumbouya est élu avec plus de 85% des voix. Il vient de mettre fin donc à 4 ans de transition après avoir renversé le président Alpha Condé. Ça, c'est la première sous-partie. La deuxième sous-partie, c'est les régimes aussi qui étaient déjà sous coup d'État, mais qui ont encore fait parler d'eux au cours de cette année. Je veux parler du Mali et du Niger qui ont augmenté la durée de la transition de 5 ans chacun. Oui, il faut le dire. Il faut d'emblée faire la remarque que lorsque les militaires arrivent au pouvoir, ils ont toutes les stratégies pour y demeurer, pour y perdurer. Donc, ce qu'ils vont dire dans un premier temps, ils vont essayer de faire le ménage, le toilettage. Et dans un second temps, qui est généralement un temps indéterminé, sinon un temps dont ils ont uniquement eux seuls la maîtrise. Donc, ils fixent des périodes d'élection qui rapidement sont remportées par les mêmes couvents dont ils font partie. Et c'est le cas d'école du Gabon. Donc, on a vu comment le général Brice Oligui Nguema est arrivé au pouvoir. Donc, il est arrivé au pouvoir avec, disons, la déchéance du régime de Ali Bongo, le règne de la famille Bongo sur le Gabon. Et il a eu ce vent populaire qu'il a encouragé, qu'il a salué. Mais à un certain moment, on a remarqué que l'envie de garder le pouvoir était plus forte que la transmission du pouvoir à un civil. Donc cela a été justifié par des contorsions politiques qui ont abouti à ces élections où le général... Mais il a organisé les élections en moins même de 2 ans, initialement prévues pour la transition. Oui, non, le mettre à son actif, n'est-ce pas? Non, le mettre à son actif, c'est que lui, il a voulu rapidement normaliser à sa façon son pouvoir. Okay. Donc, il n'a pas voulu faire comme Mamadi Doumbouya qui a pris 4 ans pour essayer de stabiliser son pouvoir. Mais lui, rapidement, et comme il avait la faveur des populations gabonaises, c'était beaucoup plus facile pour Brice Oligui Nguema d'organiser en 2 ans les élections et puis de les remporter parce qu'il s'est débarrassé un temps soit peu de son chasuble militaire. Donc cela a plaidé en sa faveur. Et comme l'ancien général Nguema avait aussi l'art d'amuser, de mettre l'ambiance, donc je crois que par ses pas de danse, il a essayé de conquérir le cœur des Gabonais qui n'ont pas hésité à le plébisciter. Maintenant, c'est passé les élections, il est devenu un civil, il est le président officiel de la République gabonaise et les Gabonais l'attendent à un autre tournant. Parce que les défis ont évolué, donc il va falloir que le Gabonais se retrouve dans sa gouvernance et que le Gabonais tire profit de sa gouvernance. Donc, si nous revenons au cas de la Guinée-Conakry, de Mamadi Doumbouya, c'est vrai, lui aussi c'est un autre ambianceur, mais il a essayé de jouir de son pouvoir militaire sur une période de 4 ans. Donc, il vient d'organiser les élections et les résultats provisoires le donnent aussi vainqueur à près de 86% des suffrages
exprimé. Maintenant, c'est déjà acté, donc lui, on ne nous dira pas demain que Mamadi Doumbouya n'a pas remporté les élections, mais l'essentiel ou bien l'important, c'est après la proclamation des résultats. Quel doit être le plan de travail de M. Doumbouya pour faire décoller plus la Guinée-Conakry pour faire regretter le pouvoir d'Alpha Condé aux Guinéens. Donc c'est là où l'équation est assez solide et assez dure. Merci. Donc c'est là où les Guinéens de Conakry l'attendent en termes de résultats. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Pasteur, coup d'État aussi avec les régimes qui étaient déjà sous transition. Il y a le Gabon, il y a la Guinée, mais aussi il y a le Mali, il y a le Niger, qui ont connu des changements, en tout cas, soit par élection, soit par prolongation de la durée de la transition. Alors, quand vous prenez ces transitions qui sont soldées par des élections, il y a le Gabon, même il y a le Tchad, hein. Oui. Il y a le Tchad, on a oublié le Tchad. Le Tchad a fait les élections. Le Tchad en 2024. Bon, bien sûr, ok. Bon, donc, quand nous parlons de... Donc, je crois que pour le Gabon, ça a été très facile pour le Gabon parce qu'on n'a pas vu tellement en face une certaine opposition en face du Gabon. Il n'y a pas eu trop de manifestations au Gabon. Si vous vous souvenez bien, il n'y a pas eu tellement. Parce que celui qui est arrivé, il est arrivé avec un rythme de proximité avec le peuple. Donc on le sent sur le terrain. Il y a des choses rapidement. C'est-à-dire rapidement, il y a un TikToker, enfin, un jeune qui dit souvent tout est à refaire, qui est gabonais. Donc rapidement, on a vu que tout a commencé par se refaire. Le Gabon a commencé par se refaire très rapidement. Et donc, il a bénéficié du soutien des Gabonais d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou pas. Au Gabon, ça a été très facile. Par contre, pour la Guinée, vous avez eu des manifestations qu'il y a eu au temps de Doumbouya. Il y a eu des morts, des manifestations, des collègues de la société civile qui ont été... de FNDC qui ont été enlevés, dont on n'a plus les nouvelles jusqu'à présent. Donc, ça a été plus... ça a été révoltant en Guinée, donc ce qui n'a pas donné avec l'opposition qui était toujours devant. Donc ça n'a pas donné vraiment la tâche facile à Doumbouya, qui finalement a fait son élection. Moi j'appelle son élection, c'est son élection, qui a fait son élection et qu'il a gagné au les mains à plus de 80-86%. Donc c'est acté dans ces deux pays. Bon, à la différence des pays du Sahel, là, vous parlez des pays du Sahel. Du Mali et du Niger surtout. Du Mali. Où c'est cette année qu'on a augmenté la durée du mandat. Du Mali et du Niger, vous savez, à la différence de ces pays-là, qui sont sous la domination, enfin, qui étaient contraints par les terroristes, hein, qui vivent dans un régime où il y a les terroristes. Les territoires sont occupés. Donc, quand on voit ces pays-là, ce n'est pas les mêmes choses que le Gabon et la Guinée. Parce que ils sont venus avec promesse d'éradiquer le terrorisme. Et donc, ils sont actuellement sur le front en train de lutter contre le terrorisme. Donc ça leur a permis en tout cas de rallonger. Non, ça ne l'a pas permis. Non, ce n'est pas ça leur a permis, mais ils sont obligés. Ça les a obligés. Ça les a obligés. Ça ne l'a pas permis, mais ça les a obligés. Ça les a obligés. Vous savez que je suis leur ambassadeur. Donc, bien sûr, je défends bien leur cause. Donc ça fait qu'aujourd'hui, ils sont... en train de redresser le pays, donc dans un temps, dans une posture, dans une dynamique de souveraineté, et donc ce qui fait qu'ils ont encore du temps pour pouvoir refaire le chemin et faire asseoir des pays qui soient solides et puis pour que les gouvernances à venir soient plus civiles que militaires. À vous suivre, on dirait que ces deux derniers pays sont beaucoup plus sur la bonne voie par rapport aux autres qui ont fait les élections. Oui, vous savez, je l'ai toujours dit sur ce plateau. Ils peuvent, les deux, que le Niger et le Mali, le Mali peuvent organiser les élections. Bien sûr. Et les gagner comme les gens le font. Mais ce serait une perte de temps et d'argent. Okay. Donc il faut au moins, il faut sauver ces fonds pour faire autre chose que de les investir, que d'organiser les élections. On connaît déjà les gagnants. Si vous voulez, ils peuvent le faire. Mais eux, ils ne pensent pas le faire. Ils ne pensent pas le faire se faire légitimer par des élections
où il n'y aura pas l'opposition, où il n'y a pas la vraie démocratie. Qu'est-ce Donc, qui je pense que les empêche de faire venir la vraie démocratie et faire de bonnes élections? non, je crois qu'on n'a déjà pas le passé. On a senti que dans ces pays, au nom de la démocratie, le terrorisme a pris tout le territoire. Parce que c'était des gouvernements... C'est à cause de la démocratie. Mais c'est des gouvernements démocratiques. Ce sont des gouvernements démocratiques. On a laissé les militaires, on a laissé les militaires sans matériel. Les militaires sans matériel sur le terrain. Avec l'ex-puissance coloniale, la France qui ne voulait pas leur vendre de matériel. Et donc, ils pouvaient aller avec des bâtons. Hein, on va contre les terroristes avec des bâtons. Des bâtons, c'est-à-dire des armes usées. Merci beaucoup. Et donc, du coup, aujourd'hui, ils sont sur la bonne voie. Tout ce qu'on peut souhaiter à ces pays, c'est d'avancer très rapidement et de revenir à des régimes des régimes démocratiques. Hein, ça, souvent, plus solides. Il y a des régimes civils. Civils et plus républicains. Merci beaucoup à vous, pasteur. J'ai finalement eu ma réponse. Donc, ils sont beaucoup plus sur la bonne voie que les autres qui ont fait les élections. Robert Kosigan, à côté, parlant d'élections ou parlant de coup d'État, il y a une catégorie de pays qui avaient déjà connu les coups d'État les années antérieures, mais les régimes se sont consolidés cette année, c'est-à-dire par les élections, je veux parler du Gabon et de la Guinée, ou soit par la prolongation de la durée de la transition, je veux parler du Niger et du Mali. Oui, moi je vais commencer d'abord par les pays sahéliens. C'est vrai que leur cas est à part, sauf que à ces dirigeants, je voudrais donner un conseil. Quand vous avez alors des gens qui, après avoir reçu leur offrande, alors vous ne font que vous qualifier, vous donner des qualificatifs, ne font que applaudir vos actions sur le terrain, même si elles ne répondent pas favorablement à l'intérêt du grand nombre. Faites beaucoup attention parce que souvent en Afrique, on sait que quand on vous crie, on vous chante, c'est que c'est les mêmes personnes. S'ils prennent alors l'offrande de l'autre côté, ils peuvent vous mettre alors des trous devant ou derrière. Faites beaucoup attention parce que tout le monde vous applaudit, on vous acclame. Ça ne voudrait pas dire que nécessairement sur le terrain, tout va bien. C'est parce que les gens-là ont reçu leur offrande. Le jour où ils ne vont plus recevoir cette offrande-là, c'est les mêmes personnes qui vont vous mettre alors des pots de banane sous vos pieds. Faites beaucoup attention. Chez eux, leur cas est différent. On ne va pas en débattre sur ce plateau. Maintenant, si je prends le Gabon c'est parce que voilà, la population gabonaise a été appauvrie par le gouvernement des Bongo durant des années. Jusqu'alors, je pense que la population du Gabon, c'est comme la région maritime et une partie de la région des plateaux. Point, c'est tout. 2 millions d'habitants, mais avoir leur richesse de sous-sol et le bois, c'est des gens qui doivent normalement, ils ne doivent pas connaître la précarité. Mais malheureusement, avec le régime du Gabon, de Bongo père et de Bongo fils, ils ont été suffisamment paupérisés. Leur économie a été saccagée et je ne sais pas comment même qualifier. Maintenant, quand Brice Oligui Nguema, c'est vrai qu'il a été proche des Bongo, mais quand il a fait ce sursaut patriotique, voilà. Donc, les Gabonais se sont dit, ah, peut-être avec lui, il vaut mieux traiter avec le mauvais diable que d'attendre alors le bon ange venant du ciel. Alors, c'est à Brice Oligui Nguema maintenant de retourner l'ascenseur aux Gabonais en faisant d'abord une bonne gouvernance et une redistribution équitable des biens du Gabon à tous les Gabonais. Maintenant, au niveau de Mamadou Doumbouya, c'est vrai qu'il est militaire, mais il a posé des actes qui ont réconforté les Guinéens. Moi, je ne suis pas surpris de son score parce que quand je prends d'abord la ligne de train qu'il a construite depuis Conakry jusqu'au nord, aller-retour, je pense quand même que c'est des choses qui déjà ouvrent un peu les rideaux sur ces perspectives économiques, sociales et politiques sur ce pays-là. Maintenant, aux politiques guinéens, je voudrais attirer leur attention. Si demain, vous voulez succéder à Mamadou Doumbouya, cessez de jeter les jeunes à la rue. Parce que depuis la nuit des temps, juste après leur premier président, tous les régimes qui se sont succédés, les politiques surtout de l'opposition guinéenne, ont pris alors cette mauvaise habitude de jeter les jeunes sur la rue, qu'on les tue, qui parfois pillent, qui parfois alors se soulèvent sans raison. Parce que justement, le politique là n'a pas eu son offrande.
Et il veut alors faire des protestations par des jeunes qui souvent perdent leur vie. Il faudrait qu'eux aussi cessent. Parce que quand on dit la démocratie, il faut la paix, il faut la sécurité et attendre alors celui qui est au pouvoir dans les urnes. S'il n'a pas bien fait, aujourd'hui, personne, je ne vois pas quelle constitution punit quelqu'un qui vote contre un gouvernement. Alors, il faudrait qu'il lutte pour que les lois électorales soient faites d'une manière consensuelle et qu'ils aient la capacité de surveiller les élections et que, au lieu d'appeler les jeunes toujours aux manifestations, de laisser jusqu'à 4 ans et à la 5e année, alors d'ouvrir la bataille électorale pour que, voilà, si le président ne fait pas bien, on le succède par voie électorale. C'est ce que moi je voudrais le conseiller. Merci beaucoup à vous tous, oui, pasteur. Je voudrais juste préciser que quand nous prenons les 2 coups d'État, Gabon et la Guinée-Conakry, c'est des coups d'État qui ont été salués d'une manière ou d'une autre par la puissance coloniale. Parce que quand vous prenez le Gabon, vous prenez la Guinée, il n'y a pas eu trop de difficultés Moi, je ne suis pas dans entre ces deux pays et la France, par exemple. Mais quand vous prenez le Mali et le Niger, mais c'est des coups d'État qui n'ont pas plu à la puissance coloniale. C'est votre chanson de tous les jours. C'est vous qui allez gâter la chose. Non, mais, parce que vous avez reçu votre aumône. Vous allez dire ça. Ce n'est pas bien. Qu'est-ce que vous appelez aumône? De toutes les façons, sur ce plateau... Vous avez reçu votre aumône, vous avez reçu... Sur ce plateau... L'offrande a été versée, donc sur ce plateau, toujours. J'aime toujours le titre d'ambassadeur, mais je n'ai reçu un rond de qui que ce soit. De qui que ce soit, je dis, je n'ai reçu un rond. Vous jetez trop de fleurs, laissez les gens travailler. De qui que ce soit. Ils sont là pour travailler, laissez-les travailler. Il y a des coups d'État qui sont salués par la France, mais il y a des coups d'État qui ne sont pas salués par la France, parce que ceux qui sont là ne sont pas pour ses intérêts. Ça, je crois que vous êtes d'accord avec moi. Vous êtes d'accord avec moi? Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.